l'Assemblée nationale le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mag. Le sommaire, c'est pour tout de suite. Préparatifs du Conseil présidentiel sur la pêche. Quelles sont les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la pêche? Santé à présent pour parler du nouvel hôpital régional de Kaffrine qui a ouvert ses portes au public depuis le mois de janvier. Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, M. Ibrahim Sall. Il est technicien des pêches maritimes. Bonjour, M. Sall. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 1287 tests ont été réalisés, 34 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,64%. 11 cas contacts ont été déclarés, 23 cas issus de la transmission communautaire ont été enregistrés, 17 cas graves, 41 personnes ont été déclarées guéries, 17 cas graves et un nouveau décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire préparatif du Conseil présidentiel pour la pêche. Quelles sont les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la pêche? Comment faire pour avoir des dispositions et aller vers ce Conseil présidentiel sur la pêche? Suivons cet extrait de Chérif Sambou. Il faut d'abord saluer l'initiative ou la décision que le chef de l'État a prise. Il faut y aller avec le management du département ministériel, en passant par des concertations qui ont déjà démarré avec la réception en audience des différentes organisations de la pêche artisanale et industrielle compris, pour un peu consigner et relever tous les problèmes et toutes les difficultés qu'on peut enregistrer dans le secteur et voir comment y aller en préparant des documents qu'on doit présenter au président. Au-delà des acteurs de la pêche directement, mareyeurs, pêcheurs industriels, même au niveau de l'administration, il sera relevé aussi des difficultés auxquelles on est confronté. On peut prendre le cas, par exemple, de la faiblesse de l'effectif des techniciens des pêches au niveau national. Ça n'est un problème. Mais aussi des infrastructures abritant les services des pêches au niveau national. Là aussi, ça n'est une contrainte qui un peu freine l'exercice du travail au niveau de la pêche. Pour une pêche durable, aujourd'hui, il y a un maillon important du secteur qu'il faut renforcer, qui est la recherche. Vraiment qu'on puisse écouter l'avis de la recherche et quels sont les moyens de sa politique de recherche, d'évaluation des stocks pour qu'on puisse exploiter durablement les ressources. Ça n'est un. La deuxième chose, aujourd'hui, c'est de voir comment gérer et réguler l'effort de pêche qui est appliqué sur la ressource, tant au niveau de la pêche artisanale qu'au niveau de la pêche industrielle. Il y a des initiatives par rapport à cela, en termes de repos biologiques, qui sont souvent initiées au niveau de la pêche industrielle et qui a commencé aussi au niveau de la pêche artisanale, surtout pour l'exploitation du poulpe. Je pense qu'avec ces initiatives, nous pouvons aller loin avec ce secteur. Alors, M. Sall, nous venons de suivre cet extrait de Chérif Sambou qui revient sur les difficultés auxquelles est confronté le secteur de la pêche, mais également les dispositions à prendre pour aller vers ce Conseil présidentiel sur la pêche. Alors, quels sont les problèmes que rencontre le secteur de la pêche en tant que tel? En fait, le secteur de la pêche, surtout artisanal, rencontre de sérieuses difficultés. Surtout de trouver cette ressource qui est le poisson. Tout le monde sait que le Sénégal est un grand pays consommateur de poissons. Mais aujourd'hui, la prise par unité d'effort, c'est-à-dire les piroguiers vont en mer et retournent avec très peu de poissons. Au moment où il y a le consommateur qui l'attend, il y a le mareyeur qui l'attend, il y a les femmes transformatrices qui l'attendent. Alors, qu'est-ce qui explique cette forte pression exercée sur la ressource? Ça, il faut dire qu'il y a immanquablement
la pêche artisanale, l'augmentation de la flottille artisanale, mais aussi ces dernières années, ces deux précédentes années-là, il y a une flottille étrangère qui vient s'ajouter à cette pêche artisanale sénégalaise. Parce que quoi qu'on dise, le Sénégal a une forte tradition de pêche. Depuis Saint-Louis jusqu'au Cap Skirring, il y a des populations qui ont une tradition de pêche. Et il y a plus de des milliers d'embarcations. Et ces gens-là comptent sur la pêche pour vivre. Maintenant, si ces gens-là engagent des dépenses, vont en mer et ne trouvent pas suffisamment de poissons, ne trouvent pas du poisson, cela impacte vraiment sur les dépenses qu'ils ont engagées. Quel est l'impact des engins de pêche prohibés sur les problèmes auxquels est confronté le secteur de la pêche? Les engins de pêche prohibés, disons, c'est pas bon, c'est nuisible. C'est nuisible parce qu'il y a des espèces qui sont protégées, qu'on doit, par exemple les juvéniles, il y a la pêche des juvéniles, ça contribue à la pêche des juvéniles, ça contribue à une grande capturabilité au niveau de certaines zones de pêche. Parce que là où c'est interdit d'utiliser les monofilaments, vraiment quand tu les utilises, tu nuis à cet endroit-là, le stock qui se trouve dans cet endroit-là. Et à la longue, le pêcheur de ligne qui vient, il ne se retrouve pas dans ces activités. Il ne trouve pas du poisson. Donc ça, c'est un problème. Et quel est l'apport également des bateaux étrangers dans ces problèmes que vivent les acteurs de la pêche artisanale? Les bateaux étrangers actuellement au niveau du Sénégal, surtout pendant ces 2 dernières années, sont énormes. Il y a une flottille étrangère vraiment qui vient s'associer à la flottille industrielle du Sénégal qu'il y avait sur place. Là, cela fait que il y a une grande, il y a beaucoup de poissons pêchés. Le pêcheur, quand il va en mer, il y trouve une compétition beaucoup plus ardue. Alors si bien qu'il ne retrouve pas le poisson qu'il va chercher sur les lieux. Et il est obligé de retourner. Donc cela est dû à des distances de pêche ces dernières années-là, vraiment énormes, insupportables par nos eaux. Et cela impacte vraiment sur ce que le pêcheur devrait amener à son débarquement. Et quelles sont les politiques de pêche mises en place pour la durabilité de la ressource halieutique? Les politiques de pêche pour la durabilité de la ressource halieutique, c'est vraiment la gestion participative. Aussi bien l'État que les pêcheurs sont concernés. À tous les niveaux, chacun doit faire de son mieux. Les pêcheurs artisanaux doivent éviter de faire une pêche irresponsable, donc doivent faire une pêche responsable. Mais aussi les bateaux étrangers qui ont des licences de pêche au Sénégal doivent éviter de pêcher dans les zones non autorisées. Mais aussi le nombre doit être limité parce que la pêche, les stocks ne sont pas inépuisables. Ça demande un renouvellement. Alors quand il y a un effort de pêche très important sur ces stocks-là, alors ça se traduit par la situation que nous vivons actuellement. En parlant d'effort de pêche qui est très important, quel est le rôle de la surveillance dans tout ça? Le rôle de la surveillance, vous savez, au Sénégal, la surveillance est occupée par la Marine nationale. Il y a la direction de la protection et de la surveillance des pêches, mais il y a aussi les stations côtières de surveillance. Ces stations côtières de surveillance travaillent avec des pêcheurs sous la forme de surveillance participative. Donc, la marine s'occupe du contrôle de la pêche industrielle au large, mais dans les eaux de façon générale. Mais la pêche pour les stations côtières de surveillance, qui dépendent de la DPS, Direction de la protection et de surveillance, ils contrôlent, ils visionnent, par exemple, la zone qui se trouve dans les 6000 marins au niveau. Parce que vous savez, la côte sénégalaise est découpée en 3 zones. Il y a la zone sud, où c'est la zone des 6000 marins qui est interdite au chalutier. Il y a la zone centre, où la zone des 7000 marins sont interdits au chalutier. Mais au nord aussi, il y a les 6000 marins qui sont interdits. Maintenant, les stations côtières de surveillance, quand ils sont équipés de radars, ça permet à ceux qui sont sur place de visionner la mer et de voir les mouvements des navires. Et à chaque fois qu'il y a incursion, ils sont à mesure d'identifier, ils sont à mesure de le savoir.
Et qu'en cas de besoin, ils font ce qu'on appelle une sortie en mer pour identifier le navire qui est en infraction. Au Sénégal, on a combien de stations côtières de surveillance? Au Sénégal, dans un passé récent, on avait 10 stations côtières de surveillance. Mais le problème est qu'au niveau de certaines stations, les radars ne marchent pas. Si ça marche pour certains, pour d'autres, ça ne marche pas. Et il est difficile pour les agents qui sont sur place vraiment de voir ce qui se passe en mer. Et à chaque fois, ils ont la réclamation des pêcheurs qui disent qu'il y a des navires qui font des incursions, c'est-à-dire qui entrent dans la zone interdite. Mais on a constaté également qu'il y a beaucoup d'infractions au niveau des acteurs de la pêche ou bien au niveau même des gens qui ont ces embarcations étrangères et que c'est la station côtière qui signale tout le temps. Donc c'est un travail vraiment qu'on apprécie bien. Oui, c'est ça, parce que la station, comme je l'ai dit, joue un double rôle. La station côtière fait une surveillance au niveau de la pêche artisanale. Est-ce que le pêcheur a une pirogue bien immatriculée? Est-ce que le pêcheur a son permis de pêche? Est-ce que les normes de sécurité sont respectées? Le port du gilet de sauvetage, je veux entendre. Donc, c'est la station qui fait un contrôle à ce niveau. Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, la station contrôle les cas d'incursion. Parce que quand les navires entrent dans la zone des 6 000 ou 7 000 marins, il y a un problème entre pêche industrielle et pêche artisanale. Les conflits qui se traduisent par exemple des filets que les navires chalutiers prennent, ou bien des palangres, qui sont des engins de pêche. À chaque fois que les pêcheurs posent ces engins-là, au passage du chalutier, alors il y a des problèmes. Ils prennent tout le matériel là dans leur engin. Qu'en est-il de la proposition des 13 000 maïs? Des 12 000 maïs. Des 12 000 maïs. Oui, ça serait la bienvenue. Parce que ce que l'on assiste à ces dernières années, c'est une augmentation de la flotte artisanale sénégalaise. Donc, si c'était augmenté à 12 000 marins, le pêcheur va se retrouver dans un environnement beaucoup plus meilleur. Et il ne sera pas gêné, ou il ne serait pas gêné avec la pêche, par la pêche industrielle, qui fait des incursions pour des cas exceptionnels. Mais aussi, là, je dois dire que la DPSP dispose de ce qu'on appelle le VMS. Le VMS, c'est un appareil qui permet de détecter, de visionner la côte sénégalaise, toute la côte sénégalaise. Et à chaque fois qu'un navire entre dans une zone où il n'a pas de licence, ils sont à mesure de le voir et de le sanctionner au besoin. Alors, nous allons parler de santé à présent. Santé à présent pour parler du nouvel hôpital régional de Kaffrine qui a ouvert ses portes au public depuis le mois de janvier. La structure niveau 2 est une demande sociale des populations. 15 spécialités sont prévues dans cette structure, focus sur un service de santé de dernière génération. Visite guidée avec le bureau RTS de la zone. Kaffrine étrenne fièrement son nouvel établissement de santé publique. L'infrastructure bâtie sur 12 hectares est dénommée Centre hospitalier Thierno Birahim Ndaw. Dans cette partie du Sénégal des profondeurs, la réalisation est fort appréciée. L'hôpital de niveau 2 dispose de tout ce qu'il faut pour offrir des soins de santé de qualité aux populations. Nous basculons dans la modernité avec cet établissement de santé de niveau 2. Avec toutes les commodités qui offrent plus, en tout cas, de services, plus de facilité par rapport aux besoins spécifiques de nos concitoyens. Mais surtout, ça nous permet d'être plus autonomes par rapport aux évacuations sanitaires. Créer un établissement de niveau 2 à Kaffrine répond à un besoin, à une demande sociale, j'allais dire. C'est très important, c'est pourquoi je m'empresse de féliciter Monsieur le Président de la République Macky Sall de cette générosité en créant cet hôpital à Kaffrine, entre autres infrastructures. Une visite guidée a permis de constater l'installation de matériel de dernière génération. L'hôpital dispose de 150 lits d'hospitalisation, 15 services médico-techniques et un dispositif de gestion des déchets biométriques. À la date du 11 janvier, nous avions démarré avec 5 services. C'est les consultations externes, l'odontostomato, l'ophtalmologie,
la pharmacie et le labo, une partie du labo. Donc, par rapport au labo, pour revenir au plateau technique, il faut souligner que nous allons démarrer à l'EPS, au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, les prestations à bactériaux qui sont très importantes pour la région. Donc, elles n'existaient pas à l'EPS 1 parce qu'il y avait un EPS de niveau 1 à Kaffrine. Et c'est vraiment des prestations qui sont venues renforcer ce qu'il y avait comme offre de soins à Kaffrine, avec notamment l'affectation par le ministère d'un pharmacien biologiste. Autre appui de taille qui répond aux besoins des préoccupations dans cette localité, l'installation du service d'orthopédie traumatologie. Nous sommes une région très accidentogène parce qu'avec le corridor, on reçoit souvent, en tout cas, des blessés, des malades par rapport à ça. Et tant d'autres spécialités, en tout cas, qui sont devenues possibles ici dans la région. Il y a beaucoup d'accidents, et malheureusement, qu'il faut prendre en charge. Et l'autre jour, même l'orthopédiste qui avait pris service le disait, une prise en charge in situ, c'est-à-dire au lieu de l'accident, est meilleure pour le devenir du patient. L'offre de services à Kaffrine est sensiblement améliorée, l'aide au diagnostic renforcée. Reste à relever le défi de l'entretien et de la maintenance de l'infrastructure et les acteurs en sont conscients. Il faut maintenir les équipements, il faut les entretenir régulièrement, surtout mettre en avant l'hygiène. Il ne faut pas que les populations, on le dit souvent, demandent au hôpital Guinée Fébar. Non. Comme aujourd'hui au Sénégal, on est capable de réaliser de telles infrastructures avec un niveau de technologie vraiment qui n'a rien à envier aux structures internationales de qualité qu'on voit dans les autres pays. Nous devons être à mesure. Et c'est un devoir d'assurer l'entretien. Nous avons mis en place un comité régional qui est chargé un peu du suivi de tout ce qui se passe au niveau de cet établissement. Et depuis lors, en tout cas, la maintenance et l'entretien ont été inscrits vraiment comme premier défi à relever. À l'hôpital, c'est un personnel qualifié qui est mobilisé et après 2 mois de fonctionnement, le taux de fréquentation est jugé satisfaisant. Le projet est financé à hauteur de 20 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. La finalité étant de faciliter aux populations l'accès à des soins de santé de qualité à proximité. Monsieur Sall, nous venons de suivre ce reportage sur cette structure de santé de niveau 2 qui est une demande sociale des populations. Comment est-ce que vous appréciez cette initiative du président de la République? Nous apprécions bien cela. Nous apprécions bien cela parce que la santé d'abord, avant tout. Parce que nous, dans le secteur de la pêche, par exemple, je peux dire que le ministère est très intéressé par le contrôle sanitaire des produits que les populations consomment. Aussi bien le contrôle effectué au débarquement, des quais de pêche sont aménagés avec des laboratoires et tous les produits qui débarquent et qui sont destinés soit au marché intérieur, ça fait l'objet d'un contrôle organoleptique, c'est-à-dire on essaie de dégager les caractères primaires de fraîcheur naturelle du produit pour voir si le produit est conforme à la consommation. Mais aussi au niveau des laboratoires, surtout au niveau de la DITP, avant que le produit ne soit exporté, il y a un contrôle microbiologique. Donc il faudrait qu'on s'assure que le produit est exempt vraiment de toute contamination avant l'exportation. Est-ce qu'on peut parler alors de l'inspection sanitaire des produits halieutiques dans ces cas? Oui, l'inspection, ça commence depuis le débarquement. L'embarcation du pêcheur qui va en mer, au débarquement, la zone où le produit est débarqué, c'est ce qui fait qu'au niveau du Sénégal actuellement, il y a une politique de nouveaux quais de pêche. Des quais de pêche agréés à l'exportation. Au niveau de ces quais de pêche, il y a des laboratoires. Et là, il y a des agents vraiment très... il y a des agents de pêche qui font le contrôle microbiologique. D'abord organoleptique et au niveau de la DIP, la direction des unités de transformation,
de la transformation des produits. Là aussi, il y a un contrôle microbiologique qui est fait. Et c'est à partir de ce moment que le produit est autorisé à être exporté. Parce qu'on s'assure que c'est exempt vraiment de toutes sources de contamination. Monsieur Sall, nous allons vers un conseil présidentiel sur la pêche. Comment est-ce que les acteurs devraient aller vers ce conseil présidentiel sur la pêche? Disons, nous saluons ça. Nous saluons ce conseil présidentiel de la pêche parce que vraiment, c'est très attendu par les acteurs de la pêche. Et ça vient à son heure, si on peut dire. Parce qu'actuellement, les acteurs de la pêche sont très gênés par la situation qui se passe actuellement. Et ensemble, ils doivent quand même regarder vers une même direction, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les mareyeurs, que ce soit les femmes transformatrices. Parce que leur préoccupation, c'est le produit. Et que ce produit-là soit bien, parvienne aux consommateurs. C'est ça. Et quelles seraient les postures que ces acteurs devraient adopter? Parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'organisations de pêche qui s'activent dans le domaine de ce secteur. Il y en a une pléthorique. Il y en a une pléthorique depuis le CONIPAS, depuis la FENAGI, depuis les CLPA. Il y a le CLPA, les réseaux des quais de pêche. l'UNAPAS, ainsi de suite. Donc beaucoup d'organisations. En tout cas, le besoin est un seul. C'est de faire en sorte que l'activité marche, que l'activité nourrit son homme, que le consommateur se retrouve dans cette activité. Aussi bien le pêcheur que le consommateur. Parce qu'actuellement, le marché sénégalais n'est pas très approvisionné en poissons. Et la pêche industrielle n'a jamais assuré cela. C'est la pêche artisanale qui l'a tout le temps assuré. Donc il faut donner de la force à la pêche artisanale. Comme vous l'avez dit tantôt, faire en sorte que la zone des 12 malins soit réservée à la pêche artisanale et que vraiment on veille à une surveillance très vigilante sur cette zone-là. Que devraient être les priorités de ce conseil présidentiel sur la pêche? Les priorités, pour moi, seraient vraiment de faire en sorte que l'effort de pêche diminue. Surtout pour la pêche industrielle. Les navires doivent vraiment, les licences de pêche doivent être diminuées, premièrement. Deuxièmement, nos pêcheurs artisanaux doivent faire en sorte que qu'ils aient vraiment du matériel de pêche performant, qu'ils prennent toutes les dispositions pour immatriculer leur embarcation, qu'ils aient leur permis de pêche tous, et que vraiment ça va faciliter le contrôle, ça va faciliter le travail. Et puis aussi faire en sorte que le pêcheur vraiment puisse trouver du poisson en mer, l'amener et servir les autres acteurs là, comme les mareyeurs, les transformatrices. Parce que c'est des maillons très importants. Parce que les transformatrices permettent à l'intérieur du pays vraiment d'avoir du poisson transformé. Les mareyeurs, quand ils ont des moyens frigorifiques, ça leur permet d'assurer la distribution du produit à l'intérieur du pays. Mais toujours est-il qu'au départ, il faut trouver ce poisson-là. Quel est le rôle de l'aménagement des pêcheries dans cette durabilité de la ressource? Oui, l'aménagement est très important, surtout les récifs artificiels. Les récifs artificiels aident au repeuplement des stocks. Et maintenant, une fois que ces stocks sont repeuplés, ça peut contribuer vraiment à augmenter vraiment la quantité de poissons en mer. Parce que le poisson grandit dans ces zones-là, préservées. Une fois grandi, il se disperse en mer. Donc c'est très important. Les femmes transformatrices aussi, j'espère, ont un rôle très important à jouer dans ce conseil présidentiel sur la pêche. En parlant de la valorisation du produit. Très important, parce que le poisson est une denrée périssable. Maintenant, quand le mareyeur, à l'aide de la glace, avec les moyens frigorifiques, là, parvient à amener ça à l'intérieur du pays, dans certains coins, mais il ne peut pas couvrir tout le pays. Ce qui reste de la production, ce sont les femmes transformatrices qui s'en occupent. Elles transforment ce poisson-là qui peut faire des mois à être distribué à l'intérieur du pays. Donc c'est un moyen très important, la transformation artisanale. Et ces temps-ci, vraiment, avec l'émergence des usines de farine de poisson-là, il y a une concurrence. Ce qui fait que vraiment ces femmes-là sont en chômage. Et ça, vraiment, les appauvrit. C'est pas bien. Alors, M. Sall, nous sommes au terme de l'émission de ce magazine. Nous vous remercions. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Tout le plaisir est pour moi, madame. Je Votre vous mot remercie. de la fin? Oui, vraiment, je souhaite vraiment que les acteurs s'entendent avec l'État, avec le ministère, avec l'État, parce que vraiment, toute notre préoccupation, c'est la ressource halieutique sénégalaise, c'est le développement de la pêche au Sénégal. Merci beaucoup, M. Sall. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir et merci à toute l'équipe technique. Assemblée nationale, le nombre des députés.